Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape de ce Tour de France 2022. On était encore au Danemark, on arrivait du côté de Zandborg, je prononce peut-être très mal, et on partait de Vejle. Avec encore une fois une étape très plate, pas de grandes difficultés, pas vraiment de bordure de prévu. Alors j'avais dit, bon, fallait quand même se méfier du vent parce qu'on n'est jamais loin de la mer. À un moment, le vent devait être de 3/4 d'eau, sauf qu'au final, il n'y avait pas vraiment de rafale. Il y avait plutôt un vent plus faible que ce qu'indiquaient les prévisions météo. Et puis, l'étape a été très très calme parce qu'aussi les coureurs ont voulu d'une étape extrêmement calme. Mais malgré tout, on a eu un beau sprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler notamment de Wout van Aert. N'hésitez pas également à me parler des Bleus, à me parler peut-être d'un coureur dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo et qui vous semble intéressant, ou d'un truc que j'aurais mal interprété, où on peut débattre dans les commentaires. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, également Formule 1. En ce moment, j'ai pas le temps, parce que c'est vrai que on avait fait ça sur le Giro, j'avais trouvé que c'était intéressant de faire les débats, les sondages du côté de l'onglet communauté, mais je n'ai pas le temps en ce moment, donc peut-être qu'on arrivera à le faire à partir de l'arrivée en France du Tour de France, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Donc étape pas très passionnante aujourd'hui, on va pas se mentir. On commence tout de suite par la note de l'étape, comme ça sera fait. J'ai mis 10 sur 20. On s'attendait pas à grand chose de cette étape. On aurait pu avoir une chose exceptionnelle, ça n'a pas été le cas. Mais on s'attendait pas à un grand spectacle aujourd'hui, donc c'était pas les mêmes attentes qu'hier. Hier, on s'attendait à du grand spectacle. Aujourd'hui, on s'attendait à un sprint sur une étape de plat. Donc on a eu une autre sprint sur une étape de plat, donc j'ai mis 10 sur 20 parce que on a eu ce qu'on a demandé, même si il a fallu attendre vraiment les 20 derniers kilomètres et encore pour qu'on ait un petit truc passionnant à se mettre sous la dent, à part Kort Nielsen. Je mets aussi 10 sur 20, j'aurais pu mettre une plus grande note, mais bon, le fait qu'il n'y ait aucun coureur qui ait décidé de partir en échappée avec Kort Nielsen, ça m'a un peu déçu. On est sur le Tour de France quand même, les mecs. Alors je sais bien que le Tour de France c'est encore long, mais bon, un Mozzato par exemple, un coureur comme ça, là il aurait pu avoir une énorme visibilité dans une échappée de 25 en montagne, ça sera pas le cas. Faudra pas se plaindre si dans 3 semaines on se souvient toujours pas de ton prénom au départ du Tour de France. Voilà, si les supporters ne savent pas quitter, ou si on n'a pas vu le maillot de ton équipe un petit peu. Parce que oui, quand tout le monde maintenant décide de partir en échappée sur les mêmes étapes, ça fait des échappées de 25, 30 coureurs. Sauf qu'une échappée de 25-30 coureurs, personne ne la retient. Personne ne retient tous les noms, alors qu'une échappée de 1 ou 2 coureurs, on retient un peu plus les noms. Donc accompagner Kort Nielsen aurait peut-être été sympa. Surtout qu'il y en a un qui aurait pu prendre les classements de la montagne et puis l'autre qui aurait pu prendre le classement du maillot vert. Après, on peut aussi rappeler que la carotte n'était pas énorme aujourd'hui avec seulement 3 points pour le classement du maillot de la montagne et le sprint intermédiaire. C'est peut-être ça aussi qui a refroidi certains coureurs. Mais après, il ne faudra pas se plaindre d'être l'homme invisible à la fin du Tour de France. Malgré tout, pourquoi je mets 10 sur 20 aussi? Parce qu'on a eu une belle ligne droite de 800 mètres pour faire un sprint. C'était beaucoup moins chaotique qu'hier, quand il y a un peu moins chaotique, pas beaucoup moins, parce qu'il y a quand même eu l'action Sagan-Van Aert, mais on peut en parler beaucoup plus facilement parce qu'on n'était pas dans une courbe non plus. C'est pas bien, c'est pas mal les sprints en ligne droite, avec les arrivées en ligne droite. Et encore, là on est à la limite parce que on est vraiment juste avant le virage. On aurait pu mettre la ligne 20 mètres, 30 mètres plus tôt, ça aurait peut-être été encore mieux. On avait une belle ligne droite avec une belle largeur pour faire un beau sprint, c'était pas mal. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Hugo Hofstetter. Hugo Hofstetter qui fait encore un beau sprint, le coureur français. Hier top 10, encore aujourd'hui top 10. Voilà, coureur qui a souvent fait des top 10, aujourd'hui 8ème. En plus, il y a une petite progression au niveau des résultats, devant quand même Caleb Ewan, juste derrière Dainese.
C'est pas forcément l'objectif numéro 1 de cette équipe. Ça montre également qu'Hugo Hofstetter a des bonnes jambes. Je rappelle qu'il y a l'étape des pavés, l'équipe Arkea sur l'étape des pavés. Alors certes, il faudra protéger Quintana, mais Quintana n'est pas le plus mauvais dans l'exercice, au niveau des bordures notamment. Donc peut-être qu'il sait bien se débrouiller sur les pavés. Malgré tout, c'est un petit gabarit, donc il faudra faire attention. Mais du côté d'Hofstetter, il y aura de quoi faire chez Arkea pour tenter le coup également pour la victoire d'étape. Il y aura, je pense, 2 courses en une quand même, mercredi. Il y aura la course pour le général, puis la course pour la victoire d'étape. Si les conditions sont toutes sauf vent de face, on devrait avoir 2 courses. Si c'est vent de face, ça sera peut-être la même course. Mais du côté d'Hofstetter, c'est plutôt pas mal. Et puis ça confirme que il fait quand même un pas mauvais début de saison. Hugo Hofstetter, il a quand même des très bons résultats depuis le début de saison. Il a bien fait quand même, le coureur français, de quitter Israël pour rejoindre Arkea. C'était un bon choix. Et il est très bien utilisé, je trouve, aussi par Arkea. Donc c'est plutôt un bon résultat. Et puis en plus, l'année prochaine, s'il est en World Tour, ça sera encore mieux. Pour, je rappelle, le vainqueur du Trobro Léon cette année et le vainqueur du Saman en 2020, parce qu'on oublie que oui, lors de ses débuts chez Israël, il avait remporté le Saman. On poursuit avec Sagan. On reviendra sur l'action Sagan-Van Aert plus tard dans la vidéo. Là, on va juste se concentrer sur la performance de Sagan. Sagan, il est désormais, on est de nouveau à -7 du côté du point JR. Ça s'est plutôt bien passé pour Peter Sagan, 4e. Encore une fois, vu l'incartade, vu l'action, il perd quand même de la vitesse, il peut pas passer. Voilà, c'est une action où il peut. Je pense que c'est pas trop de sa faute. Il est enfermé par Van Aert, mais on reviendra sur cette action un peu plus tard, en photo notamment. Mais du côté de Peter Sagan, entre aujourd'hui et hier, ça confirme que les jambes sont bonnes. Il a quand même des points au niveau du maillot vert. Alors certes, il est largement devancé par Van Aert. Sauf que Van Aert pourra-t-il partir en échappée autant qu'il le souhaite? Peut-être pas. Et dans ce cas-là, que ça soit par exemple Sagan ou Van Der Poel, pourront prendre des points. Sauf que Sagan, si on regarde par rapport à un Van Der Poel, il a beaucoup plus de points. Sagan, il a pour le moment 54 points. Alors il faut faire attention quand même à Kurt Nielsen qui en a 42, mais qui joue pour le moment le maillot à poids. Groenewegen en a 60, mais il passera pas les bosses. Jacobsen, il en a 90, mais il passera pas les bosses. Alors certes, il a 50 points de retard sur Wout van Aert. 50 points de retard, c'est un sprint à l'arrivée. Donc c'est 2 sprints intermédiaires. C'est pas tant que ça, l'écart avec Wout van Aert. Puis il faut voir, parce que peut-être qu'il y aura, pour l'instant, il n'y a pas des classements, mais on peut avoir un déclassement et ça change un peu la donne. Donc c'est un très bon début de Tour de France pour le moment pour Peter Sagan. Je rappelle qu'en plus, pour l'étape des pavés, eux, ils ont une équipe autour de Peter Sagan. Il y aura une équipe vraiment quasiment pavée. Donc eux, ils peuvent déclencher la course de très loin, comme Alpecin. C'est vraiment les 2 formations un peu facteur X pour la victoire d'étape qui peuvent vraiment péter la course dès les premiers secteurs pavés du côté de Total. Et je pense qu'ils n'hésiteront pas à le faire. Et puis, ne pas négliger également que Sagan, l'étape de mardi, il y a une bosse à 13 km de l'arrivée. Total peut accélérer le rythme et tenter de virer un maximum de sprinters. Et qu'en face à face avec Van Aert et Van Der Poel, ou avec Caleb Ewan, peut-être que Sagan, il est capable de gagner l'étape en face à face. Donc il faudra se méfier de Peter Sagan sur ce Tour de France parce qu'il est en très bonne condition physique et ça c'est quand même bien. Il est quand même plutôt en grande confiance et les performances là, des jours précédents par contre, de ces 2 premiers jours, sont plutôt très intéressantes également et vont lui donner encore plus de confiance au coureur slovaque. On poursuit avec Christophe Laporte du côté des moins. Pourquoi j'ai mis Christophe Laporte en moins? Parce que je trouve qu'aujourd'hui comme hier, il n'a pas fait un bon job de poisson pilote. Laporte, c'est le poisson pilote de Van Aert. Ça, on a bien compris. Le problème, c'est que là, alors moi, je pense que Laporte, pour moi, c'est un sprinter numéro 1 et pas un poisson pilote. Et je vous en ai parlé déjà avec Pasqualone que parfois, les sprinters numéro 1, ils ont du mal à être poisson pilote. Là, il y a un vrai problème de timing aujourd'hui. Laporte fait 6 pour le moment. Non, il est 6 du maillot vert, pardon. Ce qui monte quand même aussi. Il fait 6 de l'étape aussi. Laporte.
Je vérifie s'il y a des changements d'information avec Van Aert. Pour le moment, non. Mais du côté de Laporte, moi je trouve que la performance est vraiment bonne. Au niveau physique. Par contre, il n'a pas le bon timing. Il lance son sprint quasiment en même temps que Van Aert. En plus, il se relève au milieu du groupe. Donc, certes, c'est peut-être une raison tactique, mais moi je trouve que c'est dangereux. Il va falloir aussi peut-être légiférer là-dessus. Que les coureurs doivent s'écarter sur un bord de la route et pas au milieu du peloton. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment s'écarter du bord de la route parce que je trouve que c'est très dangereux de s'écarter en plein milieu du peloton pendant que les autres sont en train de faire leur effort et ne regardent pas forcément loin, parce qu'un sprinter il a la tête vraiment baissée, quasiment la tête sur sa potence. Vous le voyez bien vous le verrez sur la photo un peu où on parlera de Van Aert. Donc voilà, je trouve qu'il n'a pas fait un bon job. Et déjà hier, je trouve qu'il s'était décalé aussi avec un mauvais timing. Donc je trouve que ça fait 2 sprints d'affilée où Van Aert peut reprocher quand même de ne pas avoir un bon poisson pilote. Donc il va falloir régler ce timing. Là, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un vrai problème de timing. Les deux ont déclenché leur sprint en même temps. Donc ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas être efficient. Et puis, autre flop, Ion Izagirre. Pourquoi Ion Izagirre? Eh bien, il fait partie des coureurs à 39 secondes. Ion Izagirre, et oui, des coureurs qui ont perdu du temps aujourd'hui. Et comme il n'avait déjà pas fait un bon chrono, Ion Izagirre, ça commence à faire un gros écart pour un coureur qui potentiellement pouvait jouer le général. Vu qu'Ion Izagirre désormais à une 53, pas de pot en plus pour lui, c'est que Guillaume Martin a perdu du temps également. Il est à une 49, de toute manière la Cofidis finit dans le groupe à 39 secondes. Et bon, j'ai envie de dire, du côté de Guillaume Martin, vu qu'il veut jouer les victoires d'étape, perdre du temps, c'est pas un problème. Par contre, Ion Izagirre, me semble-t-il, jouer un peu plus général. Et là, une 53 au bout de 3 jours de course, alors que c'était plutôt... Alors, je dirais pas qu'il devait être devant, mais il devait pas perdre beaucoup de temps par rapport aux hommes de tête. C'est quand même pas la bonne opération du jour du côté de Ion Izagirre. Il y a un autre bleu qui a perdu du temps également, c'est Bob Jungels, qui perd 39 secondes. Et puis vous avez Thibaut Pinot également, qui fait partie des coureurs qui ont perdu du temps. Peut-être que Bob Jungels n'a pas perdu du temps. Alors, peut-être que je dis une bêtise. Au départ, il était indiqué comme ayant perdu du temps. Si on me le marque à une 0,9, Bob Jungels, donc il a perdu du temps pour le moment. Ça le place encore une fois 50e, il est que 2 secondes, 1 seconde derrière Ben O'Connor, 2 secondes derrière Paré-Pinte, donc c'est pas non plus si catastrophique que là pour Bob Jungels, même si il était parti pour faire une très bonne première semaine pour le moment. Voilà, il a juste perdu l'avance qu'il avait sur Ben O'Connor, mais pour le moment il est plutôt fort, Bob Jungels, et on devrait le revoir aux avant-postes encore. Et on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! 4 coureurs au top aujourd'hui. On a décidé de faire la fête. Je commence avec Dylan Groenewegen. Belle perf aujourd'hui. Comme quoi l'histoire avec Jacobsen sera quand même toujours assez liée entre les deux. Quand Jacobsen gagne sa première victoire sur le Tour de France, lui il gagne la 5e le jour d'après. Pour moi, autant hier, certains m'ont mis dans les commentaires, c'est le grand retour de Jacobsen. Et j'ai dit... Pour moi, le vrai retour de Jacobsen, c'était sur la Vuelta l'année dernière. Pour moi, le vrai retour de Jacobsen, cette année, il avait déjà fini sa convalescence. Alors peut-être que lui, il voulait gagner sur le Tour de France. Mais pour moi, la fin de la convalescence, c'était la Vuelta l'année dernière où il s'impose. S'imposer sur un grand tour, c'était la fin de la convalescence. Pour moi, déjà, on en parlait déjà plus beaucoup de cette affaire-là, à part sur France Télévisions. Autant Groenewegen, pour moi, la fin de sa convalescence, c'est aujourd'hui. On lui en a mis quand même plein la gueule. Alors, certes, il avait fait une erreur. Les propos de Patrick Lefebvre, par contre, j'accepte pas. Où il avait dit, grosso modo, il devait aller en prison, il devait aller en tôle. Il avait fait une erreur ce jour-là, ça c'est clair et net. Il méritait une suspension. Pour moi, ça aussi. Mais sur les réseaux sociaux, il a pris un torrent de boue. Je pense qu'en plus aux Pays-Bas ça a été compliqué parce que les deux étaient néerlandais. Je pense qu'au niveau des Pays-Bas, sortir de chez lui, acheter son pain, ça devait pas être facile tous les jours, peut-être aussi du côté de Groenewegen. Il l'a dit même en interview d'après-course que ça a été un très long chemin.
et que gagner ici, ça veut dire énormément pour lui. Là, c'est son vrai retour. L'année dernière, on avait vu, ça avait été compliqué. En plus, bon, il était en dernière année de contrat avec la Jumbo. La Jumbo l'avait mis sur le Giro avec pas vraiment une équipe autour de lui satisfaisante. Là, cette année, le début de saison, il y avait eu quelques résultats, mais il était quand même pas au rendement qu'il avait, notamment lors de avant l'accident. Alors certes, il n'y a pas eu, lui, il n'a pas eu de séquelles physiques par rapport à Jacobsen. Mais contrairement à Jacobsen, il y a eu des séquelles psychologiques énormes pour Groenewegen. C'est-à-dire, faut quand même se dire que il a failli tuer quelqu'un. C'est presque ça avec Jacobsen. Et moi, j'avais dit, ça sera peut-être plus facile. J'avais dû le dire l'année dernière, au moment peut-être du Tour de Turquie, quand Jacobsen était revenu, ou un peu après, quand Jacobsen avait commencé à être plutôt performant, j'avais dit, c'est peut-être plus facile pour Jacobsen que pour Sénéchal et que pour Groenewegen. Pourquoi Sénéchal? Parce que Sénéchal, c'est lui qui l'a vu en premier, et qui lui a porté secours en premier. Et Groenewegen, parce que c'est lui qui a fait le geste catastrophique envers Sarro et envers Jacobsen. Et j'avais dit, presque l'avantage de Jacobsen dans cette affaire, c'est que il est tombé dans le coma. Donc, je pense qu'il a quasiment aucun souvenir, ou très peu de souvenirs de l'accident. Alors que Groenewegen, lui, il a tout vu. Alors que Sénéchal, ils ont tout vu. C'est plus dur quand tu as tout vu de faire abstraction de ces images-là. Je pense que Groenewegen, il a dû avoir un stress presque post-traumatique après ce qui s'est passé. Et le fait que tout le monde lui en mette plein la gueule, ça n'a pas arrangé les choses. Alors certes, il a fait une erreur. Ok. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont été très durs, très très durs envers lui, notamment Patrick Lefebvre. Et je pense que ça aurait été bien à certains moments qu'il s'excuse, et j'ai l'impression qu'ils ne se sont jamais excusés. Groenewegen aujourd'hui, toute cette période-là, c'est fini. Il a gagné son étape sur le Tour de France, il est de retour. Je pense qu'à partir de maintenant, Groenewegen aura beaucoup moins d'appréhension dans les sprints, et ça sera plus facile. Et puis, également, une autre chose du côté de Groenewegen, c'est qu'il a eu un Dauphiné catastrophique quand même. Là, on parle de ce qui s'est passé il y a une longue échéance. Mais le Dauphiné, alors déjà, il a fait le Dauphiné, ce qui était quand même déjà osé. Il a fait aucun sprint sur le Dauphiné, il a été lâché tous les jours. Là aussi, mentalement, c'est compliqué, parce que tu te dis, est-ce que je mérite ma place sur le prochain Tour de France? Est-ce que je prends pas la place d'un coureur qui va être plus performant que moi? Est-ce que je suis vraiment fait pour être leader de nouveau? Est-ce que j'ai encore la capacité de faire des belles performances sur les grands tours? Et il savait qu'il avait peu d'opportunités pour gagner. Groenewegen, il avait les 2 jours au Danemark. Selon comment ça se goupille, peut-être Calais. Et puis après, pour Groenewegen, c'est la fin du Tour de France. Hein. Il n'y aura pas de possibilité autre, je pense, vu ses qualités de grimpeur. Donc il y avait aussi une pression très vive du résultat. Et hier, je sais plus, je crois qu'il fait 10 ou 11, c'est pas top le sprint. Et il l'a dit en interview, j'ai fait des erreurs, l'équipe a fait le travail qu'elle devait faire, même s'il me manquait du monde dans le final. Mais moi j'ai fait des erreurs sur la fin de course. Mais là aujourd'hui, déjà Bike Exchange a été beaucoup plus présent dans les 5 derniers kilomètres. Hein. On a vu les maillots alors qu'hier on n'avait pas vraiment vu les maillots de la Bike Exchange. Et puis lui, il fait le sprint de qualité. Alors il profite aussi du fait que Jacobsen a perdu son train, mais il fait aussi un bon sprint. Mais pour moi, c'est le vrai retour de Groenewegen aux avant-postes. Et alors que hier, Jacobsen, on pouvait un peu plus en douter. Van Aert. Alors on va revenir sur le sprint de Van Aert. D'un côté, Van Aert, pourquoi je le mets au top? Parce que pour moi, du côté de Van Aert, c'est une bonne journée si les résultats restent ainsi. C'est-à-dire, il prend la tête du maillot vert, il a maintenant une grosse marge au niveau du classement du maillot vert, et au niveau du maillot jaune, il prend des bonifications.
Je le mets aussi un petit peu au top parce que hier, j'en ai pas parlé. Alors, il s'avère que je me suis aperçu à la fin que je fais le plan de ma vidéo que, ah oui, j'ai pas parlé de Van Aert, mais en même temps, je voulais parler des autres coureurs et en termes de timing, j'étais pas sûr. Que je voulais pas faire non plus 40 minutes parce que comme l'étape, là, je voulais que la vidéo arrive vers 21h. Mais, donc ça, c'est plutôt bien d'un point de vue comptable. Par contre, son sprint, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Laurent Jalabert. Laurent Jalabert, elle a dit, il n'y a rien, il va pas lui ouvrir la porte. Oui, enfin, de là à se décaler sur la droite et à envoyer presque Sagan dans les balustrades. Peter Sagan, qui n'est pas du tout content, parce qu'il vient de faire une interview, parce que là, je suis en même temps sur le Twitter du groupe Eto. Il a fait grosso modo qu'il était en position. Il y a un jury pour prendre des décisions. Je suis surtout content d'être en un seul morceau. Et sur Van Aert, vous n'avez qu'à regarder la télévision pour vous faire votre avis. Pourquoi il a fait le geste aussi, Sagan ? Parce qu'il y a 2 ans de ça, Van Aert avait fait la même chose. Il lui avait fait un doigt d'honneur sur le Tour de France. Et Sagan avait été déclassé, pour ceux qui se souviennent, pour la même action à l'époque, pour le même type d'action. Pour moi, c'est déclassement. En plus, là, comme l'arrivée est en ligne droite, autant Jakobsen hier, j'avais dit avec le coude, il doit prendre son virage aussi, Jakobsen. Et au final, en re-regardant le sprint, même d'hier, je trouve que c'est plus Stuyven qui se décale pas bien sur le bord, qui gêne Sagan plutôt que Jakobsen en regardant bien. Mais du côté là de cette action, c'est Van Aert. Ça gêne à la fois Sagan, et on peut dire que ça gêne également Caleb Ewan derrière. Car Caleb Ewan est gêné par le décalement de Sagan, mais ce décalage de Sagan et ce fait que Sagan soit désarçonné, c'est provoqué par Van Aert. Donc, sur le ralenti, je viens de vous montrer l'image, on voit très bien que Van Aert se décale. La roue n'est pas dans l'axe de la ligne d'arrivée. À partir de ce moment-là, pour moi, il y a déclassement car il a gêné son adversaire. Je le dis toujours, pour moi, les déclassements au niveau des sprints, je le dis assez souvent, pour moi, tant que tu ne gênes pas ton adversaire et que tu vas à gauche ou à droite, ça ne me pose pas de problème. Tant que tu ne gênes pas l'adversaire, tant qu'il n'y a pas contact, ça ne me pose pas de problème. Tu ne vas pas ouvrir la porte non plus à droite et à gauche. Par contre, si tu gênes le sprint de ton adversaire, pour moi, c'est déclassement. Et là, pour moi, ça mérite un déclassement. Alors, je ne sais pas ce que va faire l'UCI. J'espère que l'UCI ne va pas attendre demain matin 10h30 pour donner la décision. Mais pour moi, ça mérite déclassement pour Van Aert. Car pour moi, il s'est décalé, Wout Van Aert. Et, encore une fois, on a déclassé des gens pour les mêmes types d'actions. Notamment Peter Sagan, notamment Nasser Boigny. Donc, qu'on applique la même règle à tous les coureurs. Et pas de poids de mesure. Par exemple, hier, on m'a dit, le Tour a justifié pour le coup d'Uran, qu'il a ramené des coureurs qui avaient été lâchés à la pédale. C'est pour ça qu'on n'a pas fait barrage. Alors, je suis désolé, mais c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Quand il y a des chutes, il y a toujours des coureurs qui ont été lâchés avant la chute, dans les 10-15 derniers kilomètres, et qui sont ramenés par d'autres coureurs. Là, en plus, c'était Uran qui faisait le travail pour les autres. C'était pas... y a personne qui collaborait avec Uran. Donc, je vois pas pourquoi on a fait barrage. Encore une fois, c'est la première fois qu'on applique le règlement de cette manière-là. Donc, il y a un moment... bon, je comprends pas toujours les commissaires de l'UCI, mais si on applique, dans ce cas-là, le règlement à la lettre, parce que pour Uran, c'est ce qu'on a fait hier, ok, je veux bien. Van Aert est déclassé. Voilà. Soit on applique tout le temps le règlement à la lettre, je suis d'accord, alors d'accord, ok, on applique le règlement à la lettre, Van Aert est déclassé. Sinon, du côté de l'UCI, il y aura beaucoup de choses à dire. On poursuit avec Philipsen, rapidement Philipsen, bon travail quand même d'Alpecin de Koning, surtout entre 3 et 1,5 km de l'arrivée. On a vu du bon Van Der Poel qui a fait un bon travail d'équipier. Il y avait également... je reprends ma start list. C'était Sbaragli aussi qui a fait du bon job. Et Philipsen, je pense que c'est Krieger qui a emmené Philipsen, parce que normalement c'est comme ça chez
chez Alpecin de Koninck. Il fait un bon sprint, il lance son vélo. Lui, il part totalement à l'extérieur. Mais comme ça, au moins, t'as pas de problème en cas de sprint un peu houleux. Et troisième place pour le moment pour Philipsen. C'est un bon sprint de la part du coureur belge. Il a fait le job, il n'y a pas grand chose à dire. C'est rassurant parce que hier, moi, je ne l'avais pas trouvé bon, Philipsen. Alors déjà, j'avais trouvé qu'Alpecin de Koninck n'avait pas fait vraiment du bon job au niveau du placement de son coureur, mais j'avais pas trouvé que Philipsen avait fait un bon sprint quand j'avais vu le ralenti à plusieurs reprises. C'est pour ça. Alors, comme ces derniers sprints, je ne l'avais pas trouvé incroyable non plus, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis en favori aujourd'hui. Parce que je rappelle que la présentation de l'étape numéro 3, je l'ai enregistrée hier avant l'arrivée de l'étape numéro 2. Autant vous dire qu'au niveau des pronostics, voilà, c'était un petit peu compliqué de les réaliser. Mais là aujourd'hui, Philipsen, il a fait un bon sprint, il a été vraiment bien, et puis il lance son vélo. Lui, il a fait un beau lancer de vélo en passant. Vraiment, très beau lancer de vélo de la part de Philipsen. Puis c'est rassurant. Alors, compliqué maintenant pour Philipsen, c'est que c'est pas non plus le meilleur sprinter puncher du monde. Il faudra voir si du côté de Calais, il est capable de passer la bosse qui est pas anodine. On y reviendra sur cette présentation. C'est le Cap Blandais, le Cap Griné. Je confonds toujours les deux caps parce que je suis déjà allé dans ce coin-là. J'ai déjà vu les deux caps. Je peux vous dire que ça va être une belle étape. S'il y a du vent, c'est peut-être plus intéressant que le Danemark. Et puis on termine avec Kort Nielsen. Déjà, il a marqué encore 3 points, donc il a 6 points désormais au classement de la montagne. Alors, il faudra... je pense qu'il peut même le garder mardi, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui arrive à récupérer les 6 points, parce qu'il faudra réussir à passer en tête sur la dernière difficulté, qui est à 13 km de l'arrivée, ça me semble compliqué. Mais surtout, Kort Nielsen, il peut le garder un petit peu de temps, jusqu'à la plongée Belleville, peut-être, ce maillot à poids. Parce qu'à Longwy, il est capable de partir dans l'échappée. Et puis, encore une fois, du côté de Kort Nielsen, j'ai aussi parlé du classement du maillot vert. Il a pris des points sur ses 2 premiers jours de course, sur ses 2 premières étapes en ligne. Donc là aussi, ça peut être intéressant du côté de Magnus Kort Nielsen, mais au moins, lui, du côté du Danemark, on se souviendra de son prénom et de son nom, si on ne le connaissait pas encore. Je pense qu'on le connaissait bien. Et puis même en France, on connaîtra son nom et son prénom. Voilà. C'est pas forcément le cas de Cyril Barth. On embrasse Jérôme Pinault. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier flop du jour, c'est encore Caleb Ewan quand même, parce que seulement 9e aujourd'hui du sprint. Alors sur le sprint, intrinsèquement, il est gêné par Sagan, qui est gêné par Wout van Aert. Donc, c'est vrai que sur les 200 derniers mètres, c'est compliqué de produire son sprint. C'est plutôt sur l'approche du sprint que moi je mets en flop. Alors déjà parce que la Lotto, encore une fois comme hier, mais comme souvent, c'est vrai qu'on m'a dit également pour Arnaud Delis, notamment au championnat de Belgique, on me l'a dit dans les commentaires, ça s'est pas bien passé. J'ai pas vu les championnats de Belgique, je m'en excuse, je me suis concentré sur les championnats de France, mais ça a été également compliqué, semblerait-il, pour Arnaud Delis, où il y a eu un mauvais travail du côté de la Lotto. Mais c'est vrai que là encore, aujourd'hui, la Lotto, alors ils sont très présents à 20 bornes de l'arrivée, ou 20-30 bornes de l'arrivée, et après tu les vois plus du tout. Dans le final, excuse-moi, il faut quand même un minimum de 2-3 coureurs qui soient là pour entourer ton sprinter dans les 3 derniers kilomètres. Sinon, c'est pas jouable. Donc, Evan, il est obligé de passer d'une roue à l'autre. Sauf que autant un Van Aert, un Groenewegen, même un Pedersen, ce sont des gabarits assez costauds, assez musculeux. Ils sont capables de le faire. Autant un Caleb Ewan ou un Brian Cocard, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont des petites puces, on va dire. Et il s'est fait balader dans la dernière ligne droite. Regardez, il se fait marcher dessus complètement. Parce que Caleb Ewan, pour qu'il sorte un bon sprint, il faut qu'il soit bien placé, qu'il soit entouré. Robbie McEwen, il arrivait à faire des sprints seul, mais c'était il y a 15 ans. C'était pas la même manière de faire des sprints il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Les trains étaient quand même un peu moins en place, les équipes de sprinters se faisaient parfois avoir par les baroudeurs. Voilà. Depuis les années 2010, c'est plus jouable, ça. Hein. Depuis Cavendish et Greipel et consorts, c'est plus jouable. Les trains sont en place, c'est à la perfection, c'est au millimètre près.
Donc il faut du monde autour de Caleb Ewan, je suis désolé. Et c'est quand même inquiétant du côté de la loto parce que Bike Exchange prend 120 points aujourd'hui, quand du côté de la loto, on en prend 0. Encore une fois, la guerre des points UCI, elle se poursuit. Hein. Si l'auto n'arrive pas à marquer de points sur ce Tour de France, ils sortiront pas de la zone rouge. Et Bike Exchange, là, ils viennent de prendre 120 points d'avance au niveau de leur classement. C'est plutôt intéressant. C'est aussi intéressant pour Bike Exchange en passant par rapport à EF, parce que c'est aussi le match et par rapport à la Movistar. DSM, pourquoi je mets DSM? Parce que c'est dommage, parce que Dainese, vu le sprint qu'il fait, on pouvait faire top 3 aujourd'hui. Top 3, il pouvait être au niveau de Sagan, pour moi. Dainese. Le problème, c'est que lui aussi, il est très mal emmené. Alors, lui, il y a eu des équipiers pour l'entourer. Le problème, c'est la liste de départ. C'est l'équipe qu'on a formée autour d'Alberto Dainese. Elle n'est pas bonne. Je suis désolé, mais si tu veux faire des performances au niveau du sprint, il faut emmener des gens pour l'entourer. Sur le dernier Giro, on avait emmené notamment Chesbol. On avait également Romain Combo qui roulait en début de journée. Il y avait quand même du monde pour rouler. Là, il n'y a pas grand monde autour de Dainese. Quand je vois Romain Bardet bosser à 3 bornes de l'arrivée devant De Gelgolb, tu comprends bien que ça va être compliqué que ça se passe bien pour Dainese. Alors après, dans ce genre de cas, sinon, il faut faire le saut de puce. On va dire passer d'une roue à l'autre. Oui, mais sauf que De Gelgolb, je pense, c'est pas le meilleur dans ce domaine-là, qui est son poisson pilote. Et Dainese est peut-être encore un peu tendre. Hein. Il a 24 ans, Dainese. Il a peut-être pas envie de jouer des coudes non plus dans tous les sens. Au final, ça fait qu'une 16e place. C'est dommage, parce que Dainese, il m'a l'air d'être encore en bonne condition physique. Et puis, vu le crash qui s'est pris hier, c'est rassurant pour Dainese. Mais par contre, il faut qu'il soit plus entouré, parce que sinon, ça peut pas le faire. Mais je suis un peu inquiet, parce que pour moi, l'équipe n'est pas suffisamment bonne. Et puis, je termine avec Caruso. Pourquoi Caruso? 39 secondes de perdu aujourd'hui pour Damiano Caruso. Lui aussi s'est raté sur le contre-la-montre, quand même. Damiano Caruso. C'est pas une bonne nouvelle. Il est à 1,41. C'est déjà beaucoup. Pour un mec qui a sacrifié son Giro, c'est beaucoup trop. Alors on pourrait se dire, oui, mais pas grave. Vous avez Jack Haig. 39 secondes aussi pour Jack Haig. Ah, mais vous avez Dylan Teuns. 39 secondes aussi pour Dylan Teuns. Pas simple pour la Bahreïn. Alors, entre l'affaire de dopage, ça c'est pas très rassurant, du côté de la Bahreïn Victorious, plus le temps perdu au bout de 3 jours de course pour son leader Damiano Caruso, j'espère que Caruso, il aime la planche des belles filles. Mais je suis pas très sûr sur la super planche des belles filles. Et puis Dylan Teuns, sur 3 semaines du course, je suis pas sûr non plus qu'il arrive à tenir. J'ai peur que du côté de la Bahreïn Victorious, il faille utiliser Mohoric. Sauf que Mohoric, vu les étapes de puncher qu'il y a cette année, je suis pas sûr qu'il ait des qualités de grimpeur suffisamment bonnes pour aller chercher la gagne. Surtout vu la qualité qu'on va avoir dans les échappées. Donc j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué. En plus, cette année, pour Mohoric, les étapes sont vachement courtes. Ça va pas l'aider non plus. Il aime quand ce sont de longues étapes. Donc j'ai peur pour que la Bahreïn, ça soit un petit peu compliqué. Et ça fait déjà des gros écarts au général quand même. Au bout de 3 jours de course, on ne s'attendait pas à ce qu'un Caruso soit à 1,41. Donc c'est quand même pas l'idéal. En parlant du classement général, on fait un petit point sur le top 10 pour finir. Van Aert en tête avec 7 secondes d'avance pour le moment sur Yves Lampaert. Pogacar 3e à 14 secondes. Pedersen 4e devant Van Der Poel, Vingegaard, Roglic. Vingegaard et Roglic qui sont à 22 et 23 secondes. Yates est à 30 secondes avec Stefan Kung. Et Pidcock est à 31 secondes. Autant vous dire qu'encore rien n'est fait pour la victoire finale sur ce Tour de France. Demain, vidéo un peu particulière, on parlera du dopage. Mardi, présentation de l'étape numéro 4
du côté de Calais. D'ici là, il y aura également de la Formule 1 lundi ou mardi. Puis on va essayer également de parler de F2 et de F3 aussi. Donc programme assez chargé sur la chaîne dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!